amis bidouilleurs et bidouilleuses. Aujourd'hui, on va se poser la question de pourquoi les lignes à haute tension. Eh ben parce que P égale R I carré. Je me suis dit que j'allais faire court, mais là, quand même... Vous savez, en ce bas monde, rien n'est parfait. Prenez l'énergie, par exemple. Il n'existe aucun système parfait. Si je capte une masse d'air avec les pales d'une éolienne, je ne peux pas capter toute l'énergie de cette masse. La transmission entre les pales et le générateur de l'éolienne ne transmet pas toute l'énergie mécanique au générateur. Le générateur ne convertit pas toute l'énergie mécanique en énergie électrique. Et en sortie du générateur, les câbles électriques, même des trucs aussi cons, ne sont pas foutus de transmettre toute l'énergie. Et quand on ne peut pas transmettre toute l'énergie, on chauffe. C'est l'effet Joule qui est en rapport avec l'intensité. Plus il y a d'intensité dans un câble, plus il va chauffer. On n'y pense pas parce que, à l'échelle d'une maison, la perte dans les câbles est négligeable. Les câbles ne chauffent quasiment pas. Mais justement, c'est négligeable parce que les câbles d'une maison ont un diamètre qui a été étudié pour que ça soit négligeable. Plus le diamètre, et donc la section d'un fil est gros, moins sa résistance exprimée en ohm est basse. Ça dépend aussi du matériau. Si on prend du cuivre, à section égale, la résistance est plus faible que de l'aluminium. Mais c'est plus cher. Donc c'est pas pour rien qu'on parle de 2,5 mm² de section en cuivre pour les câbles des prises par exemple. 2,5 mm², c'est la norme calculée pour faire passer 16 A. Si on demande plus de 16 A, le disjoncteur va couper le courant pour éviter de détériorer le câble. Parce que si on fait passer trop de courant dans un câble trop fin, donc avec une résistance élevée, il risque de chauffer un peu trop et de mettre le feu à son isolant et aux trucs aux alentours. C'est pas la seule raison des incendies électriques, mais ça peut en être une. Le câble peut même aller jusqu'à fondre lui-même si l'énergie dissipée est trop importante. C'est le principe d'un fusible. Dans un fusible classique, on a un fil très fin qui est calibré pour faire passer un certain nombre d'ampères. Si on demande trop de courant, par exemple s'il y a un court-circuit, les courts-circuits je détaille pas ici, ça sera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Le fil chauffe au-delà de sa résistance thermique et se casse, ce qui a pour effet de couper le courant. Les pertes dans le câble sont calculées par ce fameux P égale RI carré. La puissance en watts dissipée par le câble est égale à la valeur de la résistance de ce câble fois l'intensité au carré. L'intensité au carré. Si je fais passer 1 ampère dans une résistance de 1 ohm, allez, celle-là elle est facile, j'ai 1 watt. Ah, merci pour la meuf du fond qui suit, quand même. Et merci aussi au système international au passage. En revanche, si je fais passer 2 ampères dans une résistance de 1 ohm, j'ai pas 2, mais 4 watts. Ça veut dire que si je multiplie par 2 l'intensité dans un câble, je multiplie par 4 la puissance dissipée dans ce même câble. Et donc la chaleur. Alors une petite précision, vu qu'on parle de triphasé, donc 3 phases, les pertes totales sont égales à 3 fois RI carré, vu qu'on a 3 câbles identiques. Et aussi en comparaison avec le monophasé, le triphasé demande moins d'intensité pour la même puissance, ce qui fait que les pertes sur une ligne en triphasé sont 6 fois moins importantes qu'en monophasé, mais il faut un câble en plus. Le monophasé, il y a 2 câbles, la phase et le neutre, le triphasé, il y en a 3, les 3 phases. Et c'est pour ça qu'on utilise le triphasé dans le transport d'énergie, en plus de tout ce que j'ai dit dans l'épisode sur le triphasé. Alors bon, dit comme ça, je sais, c'est pas très parlant. Un petit exemple ? Un petit exemple. Prenons une ville qui consomme 100 MW tout rond. Elle est alimentée par une ligne de 50 km de long. Parce que c'est comme ça. Vu qu'on est en alternative triphasé, les calculs sont un poil plus complexes qu'en courant continu. Je vais les mettre à l'écran, mais vous n'êtes pas obligé de les lire. Je précise aussi pour les électriciens, parce que je sais qu'il y en a dans la salle, je simplifie à mort. Cos phi à 1, je considère le câble comme une charge résistive pure, donc pas d'effet capacitif ou inductif comme dans une vraie ligne à haute tension. On fait du basique, c'est pour l'exemple. L'objectif ici, c'est pas de parler du modèle en PI, par exemple. Ou pi. Enfin bref. Bon voilà, le petit avertissement, c'est fait. La ligne est composée de 3 câbles, un par phase. Et les câbles, c'est des câbles de ligne électrique haute tension, en aluminium de 228 mm². Ça fait un diamètre de 19,6 mm. Sur certaines lignes, on peut monter à 52 mm de diamètre, pour une section de 1600 mm². C'est pas si gros en fait, hein. Entre 2 et 5 cm de diamètre, j'aurais dit plus. Je suis déception. Alors vu que je me suis basé sur un vrai câble existant, les liens sont dans la description, la résistance du câble sur 50 km est de 7,3 ohms. Et bien entendu, si le câble était plus long, la résistance serait plus élevée. Imaginons que pour alimenter la ville, j'utilise une tension de 400 volts classique. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode sur le triphasé, 400 volts correspond à la tension entre phases pour les câbles du réseau de distribution, ceux qui arrivent jusqu'à la maison. En fait, la maison est branchée entre le neutre et une des phases, ce qui donne 230 volts. Mais si on est entre 2 phases, on a 400 volts. 100 MW transportés sous 400 volts, ça fait une intensité de 144 341 ampères. Alors, comment dire, si vous proposez de faire une ligne électrique avec des chiffres pareils, l'employé de RTE, qui est l'entreprise qui gère les lignes électriques haute tension en France, va réagir comme ça. You
Parce que si on fait le calcul pour savoir de combien le câble va chauffer, ça donne 3 fois 7,3, la résistance du câble, fois 144 341 au carré, soit 456 milliards de watts. 456 gigawatts, c'est bien plus que tout ce que la France est capable de fournir. En fait, ces calculs sont purement théoriques. Si on faisait l'expérience, les câbles fondraient instantanément. Et de toute façon, aucune centrale au monde n'est capable de fournir 456 gigawatts. Du coup, on devine bien que là, le problème ne vient pas du câble. C'est pas parce qu'on va baisser de 7,3 ohms à 4,5 ohms, par exemple, qu'on va résoudre le problème. Du coup, il faut baisser l'intensité pour baisser la puissance perdue dans le câble. Et pour baisser l'intensité, on augmente la tension. En courant continu, la puissance est égale à la tension fois l'intensité. On voit bien que si j'augmente la tension, pour la même puissance, l'intensité baisse. En réseau alternatif triphasé, c'est pareil, sauf que le calcul est un poil plus compliqué. Si on prend une tension classique, qu'on trouve sur les lignes électriques, comme 225 000 volts, pour 100 MW, l'intensité n'est plus qu'à 256 ampères. C'est beaucoup plus raisonnable. Si on fait les calculs des pertes dans les câbles, elles ne seront plus que de 1 435 238 watts. Alors oui, dit comme ça paraît beaucoup, mais n'oubliez pas qu'on transporte 100 MW. Relativement à ce chiffre, on n'est qu'à 1,4% de pertes sur la ligne. C'est pas si mal. Ce qui fait que la centrale va devoir fournir 101,4 MW pour que la ville ait ses 100 MW. Sachant que les pertes sur tout le réseau de transport d'énergie, c'est-à-dire les lignes haute tension et les postes électriques haute tension, sont de 2,5% en moyenne. On est largement dans les clous. Bien sûr, les calculs que j'ai faits sont extrêmement simplifiés, il y a aussi d'autres pertes sur la ligne que je ne vais pas détailler, comme l'effet de couronne ou l'angle de transport, etc., etc. Mais le plus important, c'est l'effet Joule. C'est pour ça qu'on construit les lignes haute tension. Élever la tension permet de diminuer les pertes, et si on ajoute à ça le transport en triphasé, qui permet lui aussi de transporter plus d'énergie avec moins de pertes qu'en monophasé, vous avez l'essentiel. Alors du coup, on pourrait se poser une question. Pourquoi on n'utilise pas des tensions encore plus grandes pour diminuer encore plus les pertes? Si on crée des lignes à 5 millions de volts, l'intensité sera super basse. Vous savez quoi? On va aller vérifier un truc. Donc ça, c'est une ligne de 225 kV, donc 225 000 volts. C'est une ligne qui est composée de 2 circuits. On a un premier pylône qui est ici, c'est le premier circuit avec 3 phases constituées de 1 câble, parce que les phases peuvent être constituées de plusieurs câbles. Et si on regarde un circuit, on va s'apercevoir qu'il y a tout en haut, en plus des 3 phases, il y a 2 câbles en haut qui sont les câbles de garde. Et ces câbles de garde, ça sert à protéger de la foudre. Donc c'est des parafoudres en fait. Alors sur certaines lignes, là c'est pas le cas, je pensais que c'était le cas, mais en fait non. On peut trouver une espèce de fil qui est enroulé autour d'une des phases, et ça c'est de la fibre optique. Donc ça n'a rien à voir avec du transport d'énergie, c'est pour juste, puisque la fibre optique c'est de la lumière, elle ne subit pas les perturbations électromagnétiques des lignes, et donc on peut l'enrouler autour des phases pour faire passer Internet. Bon alors comment on peut le constater? C'est relativement grand déjà, et ça c'est du 225 kV, donc le niveau du dessus c'est 400 kV. Donc on voit que pour du 225 kV c'est quand même assez grand. Si on voudrait passer à du 400 kV, il va falloir encore plus écarter, espacer les câbles entre eux, parce qu'il y a des distances de sécurité. Donc imaginez au Canada par exemple les lignes de 750 000 volts, ça doit être des pylônes qui sont beaucoup plus gros que ça. Donc forcément, on ne peut pas s'amuser non plus à monter à des tensions ultra élevées parce que ça va coûter forcément beaucoup plus cher. Si les lignes elles sont comme ça, c'est tout simplement parce que c'est un calcul économique. On a calculé le coût de la ligne, le coût des pertes, etc. Et on a fait un compromis entre tout ça. Si on crée plusieurs circuits sur une ligne, c'est parce qu'on va diviser l'intensité par circuit. Et on a vu que si je divise l'intensité par 2, je divise par 4 les pertes. Donc, avec 2 circuits parallèles, je divise par 2 les pertes. Et en plus, ça fait une marge de manœuvre pour surcharger la ligne, par exemple, si une autre ligne est en panne. On a vu que les pertes, c'est de la chaleur. Plus il y a de pertes, plus le câble chauffe. Donc les lignes sont prévues pour chauffer jusqu'à une température limite sur une durée déterminée. Ce qui fait qu'il est possible de surcharger temporairement une ligne, par exemple en plein hiver aux heures de pointe. Et en plus en plein hiver ça tombe bien parce qu'il fait froid, donc on a plus de marge. Bon là je pense quand même qu'on a bien fait le tour, on a bien parlé du sujet, vous pouvez désormais briller en société avec vos connaissances sur les lignes à haute tension. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Et du coup je vous dis à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Bon alors comment on fait pour grimper là-haut ?